Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis un peu confus de cette acclamation que vous faites. Je ne m'étais pas préparé à cette conférence pour la donner assis. Mais les années venant, la dernière fois que j'ai fait une conférence debout à Québec, il a fallu que je m'assoie en plein milieu. Et le reportage du Devoir, en première page, indiquait à quel point j'avais l'air fatigué. Les mains tremblaient. Mais disait-on, l'esprit n'est pas trop affecté. Ce soir, je ne prends pas de risque, je m'assois. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, et dont je veux souligner le rôle important, majeur même, dans les débats politiques qu'on a au Québec. Et je vais parler de M. Robert Laplante. Il exerce toute espèce de fonction. Il joue sur le plan de la recherche économique un rôle qui est assez obscur, mais néanmoins important. Il dirige la revue, bien sûr. Mais il a aussi participé à certains des débats essentiels chez les souverainistes. Je suis heureux de pouvoir dire que ce combat qu'il a mené pendant 2 ans, j'ai essayé de le mener avec lui. Toute notre reconnaissance, monsieur le Laplante. Ça n'a pas marché, mais on a l'habitude. Bon, j'avais intitulé, si on m'a demandé un titre pour cet exposé, j'ai pensé à ceci. Est-ce que la souveraineté du Québec est le projet d'une génération? Est-ce que ce projet-là va disparaître avec cette génération? On le dit souvent. Je voudrais avec vous réfléchir un peu, revenir un peu sur cette période-là. Moi, je ne le crois pas. Je pense que, oui, une génération a joué un rôle absolument essentiel, immense, pour développer l'idée ou l'objectif de souveraineté chez les Québécois. Cette génération-là est en train de passer, de disparaître. Mais dans un contexte complètement changé, dans un cadre politique qui n'a plus beaucoup de rapport avec celui que nous avons connu à nos commencements, maintenant, une nouvelle façon de voir la souveraineté apparaît. Des figures nouvelles apparaissent pour poursuivre le cheminement vers cet objectif-là. Alors donc, je vais parler pendant un certain temps un peu d'histoire, et puis pendant un bon moment, d'un présent très, très présent. En 1962, on fait au Québec un recensement, pas un sondage, un recensement de la scolarité des francophones. Et on arrive au résultat suivant.
55%, 54% des adultes de plus de 25 ans n'ont pas dépassé la 6e année. Et ça, c'est au moment où on parle d'automatisation dans les entreprises, de développement des laboratoires. Il va y avoir à Québec comme une sorte de frisson, de panique, qui explique bien des choses, qui explique avec quelle vitesse on a procédé pour le développement de l'éducation. On a fait des erreurs, forcément, quand on va vite comme ça, et quand on est pris d'une telle panique, on fait des erreurs. Par exemple, on n'aurait jamais dû supprimer les écoles normales. On serait peut-être pas pris avec des réformes. On est très conscient, à cette époque-là, que les Québécois sont présents et réussissent dans à peu près tous les domaines de l'activité, sauf dans les affaires. Les centres de décision économique sont ailleurs. Ils sont à Toronto, ils sont en Grande-Bretagne, ils sont à New York, ils sont partout où on voudra, mais pas ici. Ça a des conséquences économiques, bien sûr, mais ça a des conséquences psychologiques majeures. On finit par croire un peu partout au Québec que pour avoir une usine dans le village, il faut compter sur les étrangers. On n'est pas capable de faire ça nous-mêmes. Il y a toute une génération de Québécois qui va être absolument persuadée de ça. Et ça encore, ça va expliquer pas mal de choses par la suite. Dans les votes qui seront pris, les décisions qui seront envisagées. D'autre part, on constate aussi, tout ça c'est contemporain. La commission Laurando Danton révèle que si on classe les résidents du Québec par origine ethnique, le Québécois francophone est avant-dernier sur le plan du niveau de vie, de ses revenus. Avant-dernier, un peu avant les Autochtones. Ça aussi, ça va créer un choc extraordinaire. Ce sont le point de départ de la Révolution tranquille. En même temps, bien sûr, qu'il souffre un appétit de changement à travers le Québec extraordinaire. Extraordinairement rendu d'ailleurs par les poètes, par les chansonniers. J'ai dit souvent en blague, puis de moins en moins en blague au fur et à mesure où je lis, que la Révolution tranquille, ça a été l'œuvre de 4 ministres, une vingtaine de fonctionnaires, une vingtaine de chansonniers et de poètes. C'est vrai, au fond. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Pas du tout dans un cadre souverainiste. À cette époque-là, on n'est pas souverainiste. Il y a quelques indépendantistes, bien sûr, qui commencent à apparaître. Mais ça ne joue aucun rôle dans la Révolution tranquille telle qu'elle va s'établir. Nous sommes tous fédéralistes. Et essentiellement fonctionnaire, neutre sur le plan politique ou libéral. L'Union nationale va apparaître quelques années plus tard. Va réapparaître quelques années plus tard. On va s'équiper. Le slogan de Lesage, « Maître chez nous », rend tellement bien la situation. C'est ça qu'on veut être, maître chez nous. C'est curieux qu'à cette époque-là, tous fédéralistes, on ne se crée pas de problème avec le mot « nous ». On va s'équiper, on va s'organiser. Il y a un appétit de modernisme étonnant.
va se produire. On connaît beaucoup de certaines de ces institutions-là, la Caisse de dépôt, la SG, la nationalisation des compagnies d'électricité. Je ne vais pas commencer à faire toute la liste de ça. Mais je veux vous signaler simplement à quel point ce souci de création s'empare de tous les secteurs. On va créer une société d'État pour faire repartir l'exploration minière au Québec, parce qu'il s'en fait plus. Les compagnies minières ont cessé de faire de la prospection au Québec. On crée une société d'État. Et on annonce qu'on va embaucher les Québécois qui veulent venir travailler à Soquem. Il y avait une école, depuis 1944, il y avait l'école de génie géologique à Laval. Jamais ces diplômés n'avaient trouvé sans employé. Ils étaient considérés comme des incompétents. J'ai bien connu ça. Moi, j'ai cessé d'être incompétent le jour où je suis arrivé d'Angleterre avec un diplôme de doctorat. Ils étaient un peu partout dans le monde, ces gens. On a vu arriver des Québécois qui travaillaient depuis plusieurs années dans les mines un peu partout à travers le monde et qui arrivaient pour travailler chez eux. C'était un spectacle étonnant, extraordinaire. Et vous savez, incompétent pour incompétent, quand on a vu arriver pour demander sur le poste de diriger les équipes de prospection sur le terrain, le directeur de la mine Williamson, qui est la plus grosse mine de diamants en Amérique du Sud, qui vient de Laval. Si ça se présente, il doit peut-être à Saint-Tite-des-Caps. Mais il dirigeait la plus grande mine du monde. Ça a été ça, la Révolution tranquille. L'idée de souveraineté, dans ce cadre-là, était inévitable qu'elle apparaisse. D'abord parce que il y avait pas mal de gens en furie. On se rendait bien compte qu'on avait été retardé par comment dire, tout ce cadre anglophone, américano, canadien, britannique, là, pendant des années et des années, que le développement du Québec avait été arrêté par ce carcan-là. Il y avait dans le public une rancœur importante qui va d'ailleurs marquer beaucoup le parti québécois et les souverainistes d'une façon générale. C'est dans le genre, ça suffit, là. On est capable d'organiser nos affaires nous-mêmes, ça suffit comme ça. Et puis d'autre part, au fur et à mesure où la Révolution tranquille se développait, on commençait à se dire qu'on est capable de faire des grandes affaires, on est capable de développer des choses. On n'est pas des incompétents. Dans un climat comme celui-là, c'était évident que l'idée de la souveraineté, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est-à-dire être responsable de soi-même. C'est-à-dire que les nous, il allait dire à un moment donné, on veut s'occuper de nos affaires. Ça va vraiment démarrer avec le livre, le tout petit opuscule de René Lévesque, Option Québec. C'est le premier document souverainiste très, très populaire qui va être répandu à 100 000 exemplaires. Contrairement à certains des mouvements indépendantistes qui commencent à apparaître, Lévesque met beaucoup l'accent sur l'association, le reste du cadre. Il a un certain mérite à faire ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que le Canada, on l'a assez vu. Pourquoi? Et jamais il va lâcher cette idée d'association. Il y a dans ça une intuition, une sorte d'intuition géniale. L'évêque est convaincu que si on devient indépendant sans rapport avec le Canada, on va se faire démolir. Oui, c'est une époque où il y a encore des droits de douane très importants.
très important des États-Unis. Aux États-Unis, pour entrer aux États-Unis, c'est une affaire, pas mal d'industrie manufacturière. Des taux de douane là, de 20, 25, 30 35 c'est courant. Même chose avec le Canada. Alors, si le Canada, il fallait que le Canada nous traite comme un pays étranger, avec les droits de douane qu'il impose aux pays étrangers, et qu'on se trouve pris avec les Américains, de l'autre côté, qui, eux, nous traitent évidemment de pays étrangers, puisqu'on est un pays étranger, de leur point de vue. On se trouvait coincé en deux murs. On s'en allait vraiment, là, au casse-tête. Et c'est pour ça qu'il va insister toute sa vie sur la question de l'association. Sous une forme ou sous une autre, il peut être discuté, changé, modifié, mais association avec le reste du Canada. Il ne faut pas que dans ce cadre-là, on soit coincé entre les deux murs. La prospérité élémentaire du Québec est là. C'est amusant parce que René Lévesque n'a jamais été considéré comme, comment dire, très attaché aux choses économiques. Habituellement, il disait, voyez Parizeau, c'est de la sorcellerie. Et ce qui est remarquable, c'est que sur cette question tout à fait fondamentale, il avait juste. L'évêque va constituer une équipe extraordinaire. Encore aujourd'hui, à notre époque, quand on regarde ça, on se demande comment on a réussi à mettre ensemble une équipe de gens de cette qualité-là. Et quand on prend le pouvoir, en 1976, c'est imaginable ce qui va se passer. En l'espace de quelques années, la Révolution tranquille nous avait laissé des instruments. Les souverainistes vont apprendre à s'en servir. En fait, le Parti québécois, qu'on considère comme un parti à gauche, a créé bien moins de sociétés d'État que les libéraux puis l'Union nationale de Daniel Johnson de Père. Parce qu'ils sont déjà faits. On n'a pas besoin de les créer. Il faut s'en servir. Et c'est ça qui va marquer les premières années du Parti québécois au pouvoir. Là, il y a une foule de choses, ça va d'assurance automobile, je sais pas moi, santé ou sécurité au travail, aux lois anti-SCAB, au zonage agricole, à l'assurance automobile. C'est étonnant. Le Québec se gère. Mais c'est trop vite encore. En 1980, on voit que la peur joue encore. Une sorte de peur viscérale. Il y a toute une génération qui a passé à travers la crise des années 30, qui est encore convaincue que si on y va tout seul, qu'on n'est pas capable d'y aller tout seul, au fond, finalement, ça revient à ça. Puis on a beau gérer et bien gérer le Québec. Et on n'a pas encore cette assurance qui nous permettrait de marcher tout seul. Alors, on va, dans les quelques années qui vont suivre ce référendum perdu, bien gérer, très bien gérer les choses. Et puis, on va perdre le pouvoir. Puis, on va réfléchir. Le monde a pas mal changé. En particulier, le traité de libre-échange avec les États-Unis change la donne. Ça va prendre un certain temps pour tout le monde de comprendre exactement qu'est-ce que c'est que ce traité de libre-échange avec les États-Unis. Mais c'est pour le Québec un changement radical. On est dans une zone de libre-échange. Il y a des règles. On ne peut pas, au Canada anglais, dire « Ah, c'est tordu, ils viennent de voter en faveur de la souveraineté, on n'achètera plus leurs chaussures, on n'achètera plus leurs vêtements, on n'achètera plus ce qu'ils vendent habituellement, ils vont aller au diable. »
comme disent les gens d'Alberta, on leur livrera plus notre bœuf. D'autres endroits qu'en Alberta, on achète du bœuf. Enfin bon. Mais c'est comme ça, hein, le dialogue s'engage sur ces bases-là. Et là, tout à coup, on se voit offrir par les États-Unis, par la présidence des États-Unis, un traité de libre-échange. Il y a toute espèce de raison à ça. Le Congrès américain est devenu terriblement protectionniste. Si vraiment on le laisse aller, il va y avoir des guerres commerciales, non seulement avec le Canada, mais un peu partout à travers le monde. La présidence des États-Unis décide de calmer le jeu et offre un traité de libre-échange au Canada. Pour nous, ça change tout. C'est la fin du chantage. Dedans, dans cette zone de libre-échange, on va pouvoir développer nos affaires sans que, d'abord et avant tout, du côté de cette espèce d'énorme client qui s'ouvre, en laissant au fond la mauvaise humeur des anglophones suivre son cours. On est à partir de ce moment-là qu'on nous dira quand on nous menacera de toute espèce de façon, comme on l'a fait en 80, comme on continue de le faire à certains moments, on dira aller voir les Américains. Il y a des règles, encore une fois. Les Américains devenaient les gardiens de la règle, les protecteurs des Québécois à l'égard de la mauvaise humeur du Canada anglais. C'était merveilleux. C'était, pour ceux qui ont connu toute la première période, on avait l'impression d'avoir que vraiment, on soufflait. Il y a des ambassadeurs américains qui ont été envoyés ici pour dire, mais ce ne sera pas automatique, vous allez voir, peut-être que vous serez. On était en face d'un Clinton qui disait qu'il va y avoir une zone de libre-échange à travers les 3 Amériques. Il n'a pas dit du pôle à la terre de feu, sauf le Québec. Quelque chose venait de se régler et nous permettait de retirer l'association qui était devenue une banque. On a tellement bien vendu pendant des années l'association. On l'a vu en 1980, que quand à un moment donné, des provinces anglaises ou le gouvernement fédéral canadien dit « pas d'association ». Ah, ben, s'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de souveraineté. On a été pris dans ce trap-là. À partir du moment où le traité de libre-échange apparaît, la question se règle. On pouvait laisser, l'association n'était plus nécessaire. Utile, oui, sans doute. On verra en 1995 le partenariat, mais ce n'est pas une condition vitale pour le développement des choses. En même temps que cette question-là se règle, il faut dire une chose, oui, pour ajouter, qui est quand même importante. L'Ontario est absolument opposé au traité de libre-échange avec les États-Unis. M. Peterson, premier ministre, menace d'amener M. Mulroney devant les tribunaux pour l'empêcher de signer. Au Québec, on va en faire une question non partisane. Le Parti québécois et le Parti libéral vont faire le combat du traité de libre-échange la main dans la main. Ça s'est pas vu souvent, ça, dans l'histoire du Québec. Les libéraux l'ont fait parce que les hommes d'affaires aimaient ça. Les Québécois l'ont fait parce que les hommes d'affaires aimaient ça. Puis on avait quelques arrière-pensées. En même temps, éclate une crise constitutionnelle et politique très grave. C'est d'abord Mitch. Mitch, c'est très symbolique. Hein. Comme le disait M. Bourassa, jamais le Québec a demandé aussi peu. Et ce si peu sera trop. Ça va échouer. On va essayer à nouveau une entente,
cette fois-ci pour tout le Canada, pas seulement entre le Québec et le Canada, mais pour toutes les provinces canadiennes et pour toutes les nations, les Premières Nations. Québec va voter contre l'accord de Charlottetown. Les provinces anglaises vont voter contre. Les Autochtones vont voter contre. Les 3 collèges électoraux vont voter contre. Personne n'a démissionné. Sauf que ça finit par faire comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut que quelque chose se passe. Et ce qui va se passer est comment dire, l'aboutissement tout à fait normal de ce que je viens de dire. Oui, il va y avoir un référendum. Parce que là, après la commission Bélanger-Campeau, tout le monde est assez convaincu, là, au Québec, qu'il y a des gros problèmes dans la Confédération canadienne. Il y en a pas mal qui pensent que c'est pas récupérable. D'autre part, sur le plan économique, ça va beaucoup mieux. On a des possibilités qu'on n'avait pas avant. Puis, troisièmement, on pense qu'on est capable de gérer le Québec comme du monde. Là. On a quand même montré ça. On a des preuves de choses. Les gens ont moins peur, on sent. Pour les plus jeunes, là, il n'y en a plus de peur. C'est disparu. On a failli l'avoir. Il s'en est fallu très peu. On l'a pas vu, ça a été l'échec. Et c'est là, je pense, que je mets moi, le point final à une grande opération souverainiste par une génération. Oui, dans une certaine optique, on l'a mené jusque-là. On aurait pu gagner, ça n'en est fallu peu. Mais c'est jusqu'en 1995, on pense la chose dans des termes d'abord forcément, inévitablement, émotionnels. Quand on veut choisir un pays, forcément, ça prend d'abord au trip. Mais d'autre part, avec énormément de précautions sur le plan de l'économie, sur le plan de l'administration, parce que c'est là qu'on était le plus fragile, et où on prend de l'assurance graduellement, aidé par les circonstances. Et aidé aussi par une situation constitutionnelle qui a l'air d'être un cul-de-sac. Là, vous avez une période qui se termine en 1995, qui est parfaitement cohérente. On aurait bien pu gagner. Ça en est valu très peu. Mais là, il y a quelque chose qui se termine. Et puis, il y a des vieux messieurs, des vieilles dames, dans mon genre, là, qui trouvent qu'il est temps de passer la main. Le chapitre suivant est tout à fait différent, mais ça va prendre du temps pour comprendre à quel point il est différent. Alors, en 2 mots, ça va nous prendre beaucoup de temps, c'est normal, ça a été comme ça partout, pour comprendre ce que c'est que la mondialisation. Et quel impact ça a sur les États souverains de la mondialisation. Nous, pendant la première période, on était très influencés par tous ces pays de la décolonisation qui devenaient des pays indépendants les uns après les autres. Là, c'est tout à fait autre chose. On va voir apparaître la nécessité de l'État souverain dans un cadre de mondialisation. Personne n'était prêt à ça. Ça a pris beaucoup de temps à le comprendre, mais maintenant c'est saisi, ça y est. Quelques constatations. La première, pour quelqu'un comme moi, la plus importante, au moins comme point de départ. Il est clair maintenant qu'il n'y a pas de pays trop petit pour être riche, prospère, se développer à une condition fondamentale, appartenir à un grand marché. L'économie a cessé de définir les frontières d'un pays. Le Canada, c'est une création économique. Hein?
C'est un chemin de fer qui circule d'est en ouest, puis un droit de douane qui a été mis le long du chemin de fer pour faire circuler des produits d'est en ouest, alors que normalement, ça va nord-sud. Création économique. Avec le libre-échange, la mondialisation des échanges, et l'économie ne définit plus les pays. Donc on peut être aussi petit qu'on veut. Puis on a des tas d'exemples. Il y en a des très petits qui sont très riches et qui se développent très bien. Pas n'importe comment. Il est évident qu'il faut surveiller deux choses dans son économie pour être riche, dans ces conditions-là. Sa productivité, et puis l'innovation, l'invention. Si on surveille la productivité de ces entreprises, puis qu'on est un peu inventif, puis qu'on est dans un grand marché, faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun empêchement technique pour que cette île devienne la République de cette île. Ça va dépendre essentiellement de leur coût d'extraction du minerai de fer et puis leur coût de production d'un certain nombre de choses, puis leur capacité ils ne sont pas tenteux d'ailleurs pour la machinerie, ils sont extraordinaires, qui gardent ça comme ça. Et cette île peut devenir, s'il le veut, la République libre de cette île. Ça, c'est la grande leçon de notre époque. Alors, pourquoi est-ce que cette île n'est pas une République libre? Parce que ils semblent, de ce côté-là, plutôt québécois. Ils veulent appartenir au Québec. Le sentiment d'appartenance définit ce que c'est Québec. Puisque l'économie ne définit plus un pays aujourd'hui, qu'est-ce qui définit un pays? Les pays, ils se définissent par sa culture, dans le sens large du terme. La culture, ça veut dire, bien sûr, la langue. Ça veut dire le système d'éducation, les institutions politiques, la culture au sens strict, la vie intellectuelle. C'est tout ça qui définit un pays. Alors, pensez-y un peu, là. Ça change la donne, ça. S'il n'y a plus aucune espèce d'inconvénient technique à ce qu'un peuple, comme le peuple québécois, une nation, comme la nation québécoise, dit « je veux être un pays indépendant ». Deux choses à surveiller, notre productivité de nos entreprises qui est pas mal trop basse. Quand on atteint l'innovation, il n'y a pas de problème avec ça. Quand je parle d'innovation, tu comprends, c'est pas juste inventer des bidules. Trouver une nouvelle façon de faire du cirque dans le monde, puis aboutir à des catastrophes à travers le monde, ça aussi c'est de l'innovation. Sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Sur le plan de la productivité, c'est autre chose. Mais si c'est ça qui définit un pays, la culture, si l'économie n'est plus un obstacle, bien on comprend mieux ce qui se passe à travers le monde. Il n'y a pas de moins en moins de pays indépendants. Il y en a de plus en plus. On avoisine 200 à l'heure actuelle. Ça continue d'augmenter. Chaque peuple, même s'il est tout petit, dit « je vais tenter ma chance ». Dans ce sens-là, la souveraineté du Québec, elle n'est pas à contresens de l'histoire, comme on nous le répète. Elle est tout à fait dans le sens de l'histoire. Chaque peuple veut son pays, parce qu'il peut enfin être certain que s'il le gère correctement, ben, il pourra se développer, puis être riche, puis organiser ses affaires comme il l'entend. Ça, sur le plan des mentalités, c'est une révolution.
Ça, on est loin, hein, tous les Québécois sont loin encore d'être loin de ça pour certaines visions, puis c'est vrai aussi pour un peu partout à travers le monde. Il y a des endroits dans le monde où ça, on comprend mieux, par la force des choses. En Europe, on ne dit rien d'original quand on dit ce que je viens de dire. Toute l'Europe de l'Ouest est convaincue de ça. Chez nous, ça vient. Et ça vient vite. Il faut en tirer cependant là, un certain nombre de conséquences, un certain nombre de conclusions. Si on est convaincu de ça, on revient, mes amis, là, à l'éducation puis à la recherche. Puis on se regarde. Je reviens à ce que je disais sur l'innovation et la productivité. Tenez, les universités. Il vient se rendre à l'évidence, si on parle des régions du Québec à l'heure actuelle, sauf les endroits où les richesses naturelles vont bien, le principal facteur de progrès économique des régions au Québec, c'est leurs universités. C'est par ces universités qu'on enregistre des brevets, qu'on voit s'installer autour de ces universités des petites entreprises qui prennent de l'importance ou de la taille. Qui dirait aujourd'hui là, que Sherbrooke n'a pas le Sherbrooke moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est plus Sherbrooke du textile ou du vêtement, c'est le Sherbrooke de l'Université de Sherbrooke. Si, à partir du moment où on est convaincu de ça, ça a toute une série de conséquences sur le plan d'organiser ou de monter le budget. Ça va vous faire bondir davantage encore. Si l'enseignement est à ce point important, est-ce qu'on ne devrait pas mettre bien davantage de ressources dans la mesure où elles sont rares, là, on ne sait pas, on n'a pas tout l'argent qu'on voudrait. Ça peut être mieux de mettre le maximum d'argent du côté des sciences. Et peut-être en mettre moins, ou en tout cas pas en ajouter aux sciences humaines. Et pas trop. Repensons-y. C'est à des choses comme celle-là que ça nous amène, un petit principe élémentaire de tout à l'heure, nous mène à réfléchir. Ça deviendra une question de dosage, c'est sûr. On ne forme pas seulement des universitaires. 20% des jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Aucun. Et il y a 3 décrocheurs gars pour une décrocheuse. C'est une tragédie nationale que le décrochage des gars secondaire 3, 4 et 5. Et pour ceux qui poursuivent au cégep, il y a encore 30% des gars qui décrochent. Alors, vous étonnez pas que ça donne comme résultat qu'à l'Université de Montréal, vous additionnez tous les écoles piliers, HEC, Polytechnique, l'Institut de recherche, vous mettez tout ça ensemble, il y a 2 femmes pour un homme. Laval, pareil. Oui, bravo pour les femmes, bien sûr. Quel gaspillage! Quel gaspillage!
Écoutez, il n'y a pas assez il n'y a pas assez de job de gardien de nuit pour tous ces gars. Ça, il faudrait que ça nous amène à comprendre à quel point il est nécessaire, absolument nécessaire, ça devient urgent de modifier complètement notre système de formation professionnelle et d'enseignement technique. Ça ne va pas continuer comme ça. Et ça, ça a été fait ailleurs, hein, on se comprend, je veux dire, je n'invente rien, moi. L'Allemagne, ça fait longtemps que l'Allemagne a introduit dans l'équivalent du curriculum du secondaire 5 des cours en atelier ou dans les bureaux, des stages, hein, qu'on mélange, qu'on mêle avec les cours formels donnés à l'école, et de façon à ce que, quand on arrive à l'équivalent du secondaire 5, on va avoir son secondaire 5 obtenu comme pas mal de, je sais pas, on parle du travail en mécanique ou en électronique. Et puis les entreprises, on fait ça avec la collaboration des entreprises qui affectent des vieux ouvriers ou des vieux employés de bureau de moins en moins au travail de production et de plus en plus à l'entraînement des élèves des écoles. Ça ne sert à rien de s'imaginer, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Il faut simplement se rendre compte que 20% des jeunes qui sortent de l'école, du système scolaire, sans diplôme, c'est une tragédie nationale. Il y a donc, sur le plan purement économique, sur le plan seulement de la croissance du Québec, un réexamen de tout le système d'éducation aussi profond que celui auquel on a procédé dans les années 60. C'est tout à fait différent, mais il faut y aller avec la même force. Dans les années 60, pendant la Révolution tranquille, on a triplé le nombre d'élèves au secondaire en 5 ans. Bon, on n'a pas besoin, aujourd'hui, de se dire, oh mon Dieu, comment on va faire? Il faudra organiser des colloques. Moi, quand les Québécois me disent qu'ils veulent faire quelque chose graduellement, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le faire. Regardez l'étapisme. Il faut retrouver pas le feu sacré, pas seulement ça, pas seulement le feu sacré, mais l'art de faire des choses, de cesser de se plaindre, de gêner, d'accuser l'Ottawa ou Pierre Jean-Jacques, mais de faire les choses. Moi, je vous dis, ce système d'enseignement professionnel au Québec, il faut le refaire de fond en comble. Il va prendre 10 ans pour faire ça. Ce que je viens, c'est une espèce de nouvelle perspective que j'esquisse. Dans certains cas, il va falloir y aller un peu à tâtons, parce qu'on est dans du nouveau, dans le temps neuf. Il est clair, par exemple, que la mondialisation nous a introduit dans des considérations d'environnement qu'on n'avait jamais connues avant. J'ai jamais vu, dans ma vie professionnelle, quelque chose, ces préoccupations environnementales se propager dans le public. Un phénomène comme celui-là se propager dans le public aussi vite. C'est extraordinaire de voir partout dans le monde, et c'est tout à fait chez nous, à quel point le sort de la planète, le sort du monde, est devenu quelque chose de concret pour les Québécois. C'est très beau. Sauf qu'au-delà des sentiments, c'est compliqué. Oui, il faut, pour tout ce qui concerne l'environnement, à la fois avoir des préoccupations, j'allais dire, d'un rang ou d'un niveau mondial, puis d'autre part,
avoir le sens de l'aménagement du chez-soi, du territoire qui nous entoure. Il faut combiner des considérations très importantes et générales, où chacun peut apporter sa pierre à l'effort commun, puis d'autre part, déterminer ce qu'on va faire autour de soi. C'est singulièrement important à l'heure actuelle à l'égard du sol. Vous connaissez, au fur et à mesure là, où on laisse aller à la culture, une bonne partie du territoire québécois, il tombe en friche. L'agriculteur, c'est pas seulement un producteur agricole, hein, c'est quelqu'un qui maintient le territoire habité et vivable et beau. Là, on s'en va à l'aveuglette là-dedans. On n'a jamais tenu compte vraiment de ce genre de considération. Comment on fait ça? Comment on combine les choses? Vous me direz, ça, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, vous voyez, la gestion de l'offre. Ça permet au Québec, ça fait longtemps que ça existe. La gestion de l'offre, ça permet d'ajuster l'offre de lait, par exemple, la demande de lait, de façon à éviter des fluctuations trop fortes dans les prix, puis ça établit des niveaux de prix, bien sûr. La gestion de l'offre, ça s'applique chez nous au lait, aux produits laitiers, et puis la volaille, et puis non, il n'y a pas de gestion de l'offre pour le porc. Les œufs. L'Organisation mondiale du commerce est contre. L'Organisation mondiale du commerce nous a donné avis, ils veulent faire sauter la gestion de l'offre. 50% des revenus agricoles au Québec dépendent de la gestion de l'offre. Et là, on a une menace claire de l'Organisation mondiale du commerce qui veut l'interdire. Et la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas capable de discuter ça nous-mêmes, ou de chercher des alliés, ou de participer aux négociations. C'est le Canada qui s'occupe de ça. Pour nous. Et le Canada a reçu un avis qui a une autre chose que l'Organisation mondiale du commerce n'accepte pas. C'est les Ouïghours, l'Office national du blé, qui a un monopole sur les exportations de céréales. Alors, qu'est-ce que le fédéral va faire? Est-ce qu'il va sacrifier l'un des deux? Ou lequel? Est-ce qu'il va supprimer les deux? Est-ce qu'il va se battre sur les deux? Nous autres, on n'en sait rien, on n'est pas là. Ça concerne juste 50% des revenus agricoles. L'occupation d'une bonne partie du territoire, on se comprend, je reviens à mon propos tout à l'heure. C'est compliqué, ces affaires-là. Mais c'est d'autant plus compliqué que vous n'avez pas de pays. Nous, on est dans ces questions-là comme un lobby à Ottawa. Bon, vous me direz, oui, mais vous savez, dans l'UNESCO, en tout cas, là, vous avez donné un siège. Le siège à l'UNESCO, le délégué est nommé. Il est là avec un secrétaire dans les bureaux de la délégation fédérale à l'UNESCO. Et il n'est même pas capable de s'installer dans les bureaux de la délégation du Québec à Paris, qui a tous les services techniques nécessaires pour discuter de ça. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est trop loin. C'est 3 kilomètres. Pas de blague. Il est tout seul avec sa secrétaire dans la délégation canadienne. Et comme vous savez, s'il y a un désaccord quelconque entre Québec et Ottawa, c'est Ottawa qui gagne, c'est clair. Québec a casse la bouche. C'est dur sur la Constitution, ça, mes amis, dans un monde où on a des choses comme celle-là, on va en avoir partout.
pas seulement sur l'échange de produits, sur... là, on discute de l'éducation. Est-ce que l'éducation peut être considérée comme un bien commercialisable? On avait dit, l'Organisation mondiale du commerce avait dit oui pour les biens culturels. C'est merveilleux, cette histoire des biens culturels. On a cherché... Oui, l'Organisation mondiale du commerce est basée sur l'idée suivante. Pas de vous entrez tous, vous ne pouvez... toute discrimination est interdite. Donc, vous entrez tous avec déjà des discriminations commerciales, mais vous ne pouvez pas les augmenter. Vous pouvez juste les baisser par négociation. Une politique culturelle, c'est basé sur la discrimination. Ça veut dire que vous favorisez vos créateurs aux dépens des créateurs étrangers, ça va de soi. Donc, il fallait sortir la culture de l'Organisation mondiale du commerce. L'instrument pour faire ça, il a été inventé à Laval. Des négociations avec le gouvernement français pour commencer à avoir les pays francophones a été négocié par Louise Baudouin. À un moment donné, certains pays européens sont passés de ce côté-là. Les Américains ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le bloquer, y compris revenir à l'UNESCO, qu'ils avaient abandonné depuis 22 ans. Puis là, la ministre fédérale canadienne est venue ramasser les résultats en disant « c'est moi qui dispose de ce droit à la spécificité culturelle et dire oui aux discriminations culturelles parce que je suis l'État qui signe. » Et si bien que, sur le plan international, le gardien de la langue française, c'est le Canada. Non, mais c'est pas ça que ça donne. C'est un monde compliqué, donc on se comprend. Tout ce que je vous raconte n'a aucun rapport avec ma première phase qui s'est terminée en 1995. Là, il faut une nouvelle génération. Là, vous voyez, il faut... là, cessez de compter sur les septuagénaires communs. Je pense à mon ami Michaud quand je dis ça. Je pense à moi aussi. Là, il est clair que de nouveaux problèmes, une nouvelle dynamique apparaît. Des problèmes très, très sérieux apparaissent devant des gens, devant une opinion publique inquiète. C'est la mondialisation, ça fait peur. Alors, je ne sais pas de quel bord ça va venir. Je vous en donnais quelques exemples. Mais même si tout le monde ne peut pas articuler ça comme je viens de le faire, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui savent qu'il y a quelque chose de dangereux dans tout ça. On l'a vu de façon remarquable au moment du sommet des Amériques, à Québec, il y a quelques années. Je ne pense pas ici, là, ceux qui lançaient des pierres, qui recevaient des gaz lacrymogènes. Je pense à la 35 000 personnes, à peu près, qui, dans la basse ville, en poussant les carrosses de bébés puis en tenant des pancartes, là, venaient demander à leur gouvernement de les protéger. Okay. Moi, c'est une image pathétique moi, que je garderai jusqu'à la fin de mes jours, que ces gens qui avaient des drapeaux du Québec sentaient qu'il y avait quelque chose en haut qui se passait, qui était peut-être dangereux, puis qui disaient à leur gouvernement, faites quelque chose. Puis leur gouvernement n'était pas admis dans la salle et se manifestait par un panneau lumineux à l'extérieur pour souhaiter la bienvenue. Ça, mes amis, c'est terrible. Ça, il faut arrêter ça. Et il est évident que dans un cadre de mondialisation, les gens vont serrer les coudes
derrière leur État. Leur État, c'est leur moyen de se protéger contre la mondialisation, contre les dérives de la mondialisation, contre les excès de la mondialisation. La seule défense des gens, c'est un gouvernement. Mais un gouvernement, membre de ces endroits où on discute et où on règle des choses. Dans ce sens-là, jamais, dans notre histoire, l'indépendance du Québec est aussi nécessaire qu'aujourd'hui.